Bonjour Emmanuelle Duez. Bonjour. Vous êtes fondatrice de The Boson Project, une start-up qui utilise l'entreprise pour penser le monde de demain et transformer le monde d'aujourd'hui. Vous avez travaillé avec votre collègue Benjamin Teinturier sur une vaste enquête sur les développeurs. C'est un poste, un métier qui devient hautement stratégique dans le contexte de transformation numérique que nous vivons. D'abord, ces développeurs, vous les appelez des cols-ciel. Alors expliquez-nous pourquoi des cols-ciel. Alors des cols-ciel parce que à mi-chemin entre les cols blancs et les cols bleus. Alors c'est objectivement évidemment une profession cadre, mais pourtant qui a développé une conscience ouvrière qui est très prégnante en fait dans la profession. Conscience ouvrière qui finalement s'explique à trois niveaux. Le premier niveau, c'est que on a eu l'arrivée des informaticiens dans les années 60 dans le cadre du plan calcul et derrière leur arrivée massive, des attentes de flexibilité, d'autonomie qui recoupaient un peu les attentes des ouvriers du bâtiment, d'où une sémantique qui a été reprise dans l'univers du code, la maîtrise d'œuvre, la maîtrise d'ouvrage, etc. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que dans l'économie post-industrielle des savoirs, des idées et de la connaissance, et non plus l'économie des biens, les vrais agents de production en fait, de matière dans l'économie, ce sont ces développeurs. Et puis le troisième élément, c'est que ces communautés de développeurs qui sont fédérées de manière transversale à l'échelle de la planète, à l'époque de la mondialisation qui est la nôtre, elles réalisent finalement un vieux rêve du syndicalisme international qui était de fédérer une sorte de prolétariat uni de manière globale. Pour ces trois raisons-là, on a une conscience ouvrière très forte dans une population résolument col blanc. Donc c'est une population hybride qu'on appelait les cols-ciel. Est-ce qu'à l'issue de votre enquête, vous pouvez dégager un profil type, on va dire, du développeur ? Alors, c'est une enquête effectivement sociologique qui a été menée sur plusieurs interviews de vieux codeurs, de jeunes codeurs, etc. Il n'y a évidemment pas de profil type de codeur. Assez peu de femmes tout de même. Il y a quelques femmes quand même, et on a tout un chapitre en fait, sur la féminisation Absolument. du code. En fait, on peut mettre en lumière trois grandes familles de codeurs. D'abord, on a les codeurs de cœur. Il faut savoir que dans les années 90, on avait 15% de foyers français qui étaient équipés d'un ordinateur. Et donc les premiers qui ont pu bidouiller sur des ordinateurs, qui sont des autodidactes, des fous en fait de la techno, qui ont grandi, qui ont eu cette chance avec un ordinateur, ce sont un petit peu les codeurs de cœur. Aujourd'hui, ils ont 30-40 ans et c'est des passionnariats du développement et c'est des gens qui ont vraiment une éthique en fait autour de ces sujets-là. La deuxième population, le deuxième sociotype un peu qu'on peut mettre en lumière, ce sont des gens qui sont des travailleurs du code. Et là, en fait, on est dans une approche beaucoup plus dépassionnée, des gens qui se sont dit, OK, dans les années 2000, on recrute énormément dans l'univers du dev, et donc, peu importe mon background, finalement, je vais faire ce métier. Et le troisième élément, et là, on est sur des vagues qui sont extrêmement massives, c'est toutes les écoles aujourd'hui d'ingénieurs, ou comme l'école 42, qui recrutent sur des panels beaucoup plus larges, des gens qui se passionnent pour écrire littéralement et penser le monde de demain à travers le code. Et donc là, on est vraiment sur la nouvelle génération globale qui code, qui dev et qui écrit le monde digital. Si vous avez choisi ce sujet d'étude, c'est aussi parce qu'il y a des problématiques bien spécifiques au management de ces développeurs. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont ces problématiques ? Alors déjà, pourquoi est-ce qu'on a écrit ce bouquin ? On a écrit ce bouquin parce que on s'est aperçu que dans l'entreprise, on parle beaucoup des GAFA et compagnie en étant des espèces de modèles absolus du management, du leadership, du bidule. Et pourtant, ce sont des entreprises qui ont un mal de chien à retenir leurs développeurs. Et donc, on a fait une hypothèse. Est-ce que le développeur d'aujourd'hui, qui est quelqu'un qui est ultra bankable, qui peut s'affranchir finalement des règles de l'entreprise parce qu'on le désire, est-ce que ce n'est pas un peu l'image du collaborateur de demain ? Et donc, comment est-ce qu'on peut essayer de le comprendre davantage ? Et on s'est aperçu qu'en fait, il y avait une difficulté managériale énorme à comprendre, attirer, retenir et engager cette population. Pour plusieurs raisons. La première raison, si on reprend un peu la sociologie du travail et qu'on l'applique à cette profession, c'est que originellement, on conçoit un distinguo entre la conception du travail, qui est l'apanage des ingénieurs, et puis l'exécution. Là, on est face à des gens qui... du même que les cols-ciel qui sont mi-col blanc, mi-col bleu, en fait, font les deux. On ne peut pas distinguer la pensée du code de l'exécution du code. En fait, on le pense en l'exécutant et inversement. Le deuxième élément, c'est que jusqu'à présent, on avait une planification du travail, ce qui permettait de dire, OK, il faut combien de temps pour faire ça, donc du coup de temps, etc. Le code, c'est du pur travail intellectuel. Il n'est pas possible, en fait, de précisément délimiter dans le temps combien
combien ça va nécessiter de faire une tâche précise et donc combien d'argent ça va coûter. Parce que si le dev, il est super à l'aise aujourd'hui, super alerte, super content, etc., ou que la team fonctionne hyper bien, il va aller super vite, alors qu'à contrario, il peut rencontrer des difficultés notoires. Donc on ne peut pas les payer par jour, c'est complètement ridicule. Et ça montre finalement une évolution. On va devoir payer à la tâche et donc faire confiance, attendre le résultat et laisser le temps au temps. Et le troisième élément, c'est que jusqu'à présent, on avait évidemment une division du travail. Ça, c'est le modèle fordiste. Dans les usines automobiles, on divise de telle sorte qu'il y a des ouvriers qui ne connaissent pas le nom de la pièce qu'ils sont en train d'usiner et qui ne savent pas en réalité à quoi elle servent. Et là, pareil, on est face à une profession qui a besoin d'avoir une conscience globale de ce à quoi sert ce qu'elle est en train d'imaginer, comment tout cela s'inscrit dans un écosystème global, dans une maïeutique globale, pour pouvoir faire des choses de manière efficiente. Pour ces trois raisons-là, en fait, on vient de manière orthogonale par rapport à la pensée du travail traditionnel. Donc les développeurs sont bien aux avant-postes des formes de travail de demain. Je le crois. Quand on leur demande leurs aspirations, on retombe sur l'agilité, la subsidiarité, le travail au niveau international entre pairs. Et puis, un distinguo, j'en terminerai par là, intéressant pour tous les corporates qui nous écoutent. On pourrait se dire, un dev, ça veut forcément travailler en télétravail. Il peut faire ce boulot de chez lui, devant son ordinateur. Et on s'aperçoit qu'en fait, oui, le télétravail, la flexibilité, mais également le présentiel choisi. Et on parle beaucoup de pair programming. Ils programment à deux ou à plusieurs en face d'un seul et même ordinateur. Donc c'est aussi la réhabilitation du présentiel de qualité. Et pour en savoir plus, je renvoie à votre livre, Emmanuel Duez, Décoder les développeurs, enquête sur une profession à l'avant-garde aux éditions Erol. Merci d'être venu nous le présenter. Merci. Avec plaisir.